2 €. Deux petites pièces froides abandonnées sur une soucoupe encore tiède. C'est tout ce qu'il a laissé après un dîner à 150 €, dans ce restaurant fautré du centre de Lyon où les lustres en cristal reflètent des sourires polis et des secrets bien gardés. Mais ce soir-là, ce n'était pas le montant qui allait bouleverser des vies, c'était ce qui se cachait sous l'assiette. Clara avait remarqué l'homme de son entrée. Costume sombre parfaitement taillé, montre discrète mais hors de prix, regard calculateur. Il s'était installé seul, près de la baie vitrée, observant la salle comme s'il évaluait chaque client. Il avait à peine levé les yeux vers elle lorsqu'elle lui avait présenté la carte. Pas un sourire, pas un mot inutile. Le service était déroulé dans un silence étrange. Il répondait brièvement, sans jamais vraiment la regarder. Pourtant, à plusieurs reprises, Clara avait senti son regard posé sur elle lorsqu'elle s'éloignait. Pas un regard déplacé, plutôt analytique, comme s'il cherchait quelque chose. Lorsque le dessert fut servi, il consulta longuement son téléphone, fronçant légèrement les sourcils. Un message semblait l'avoir troublé. Il demanda l'addition d'une voix basse, presque pressée. Clara déposa la note, son cœur inexplicablement serré. Quelques minutes plus tard, il se leva, ajusta sa veste et quitta le restaurant sans un mot. Clara revint à la table. 2 € de pourboire. Elle sentit une pointe d'humiliation lui brûler la poitrine. 2 € après une soirée impeccable. Certains clients laissaient peu, d'autres rien du tout. Mais chez cet homme, cela ressemblait à un jugement. Si vous aimez les histoires pleines de mystères et d'émotions, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer. Elle soupira et commença à débarrasser la table. En soulevant l'assiette principale, quelque chose glissa doucement sur la nappe immaculée. Un petit rectangle de papier plié avec précision. Son souffle se coupa. Ce n'était pas un ticket de caisse, ni une simple note griffonnée à la hâte. Le papier était épais, presque luxueux. Elle hésita un instant, le cœur battant. Pourquoi le cacher sous l'assiette? Pourquoi ne pas l'y avoir donné en main propre? Ses doigts tremblaient lorsqu'elle déplia lentement le message. À la première ligne, son visage pâlit. Il connaissait son nom complet. Clara resta figée, le papier tremblant entre ses doigts. La première ligne était écrite d'une encre noire impeccable. « Clara Delcourt, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous observe depuis longtemps. » Son estomac se noua. Comment pouvait-il connaître son nom complet? Sur son badge, seule Clara était inscrit. Delcourt n'apparaissait nulle part dans le restaurant. Elle relut la phrase, espérant avoir mal compris. Mais non, les lettres étaient claires, tracées avec une précision presque froide. La suite du message la troubla davantage. Les 2 € ne sont pas une erreur. C'est un test. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez remarqué ce détail. Et si vous avez remarqué ce détail, alors vous êtes différente. Un test? Autour d'elle, la salle continuait de vivre. Les verres tintaient, un couple riait doucement près du bar, le chef appelait une commande en cuisine. Le mode n'avait pas changé. Pourtant, Clara avait l'impression que l'air venait de devenir plus lourd. Elle poursuivit sa lecture. Ce soir, vous avez été attentive à chaque geste. Vous avez anticipé mes demandes avant même que je ne parle. Peu de personnes possèdent ce sens de l'observation. Je cherche quelqu'un comme vous. Son cœur accéléra. Cherche quelqu'un. Pourquoi? Une dernière phrase était inscrite au bas du papier. Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai laissé seulement 2 €, retournez l'assiette. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait déjà retiré l'assiette, mais n'avait pas examiné son dessous. D'un geste hésitant, elle la retourna complètement. Au centre, collé avec un morceau d'adhésif discret, se trouvait un autre document. Cette fois, ce n'était pas une simple note. C'était une carte rigide, noire, élégante, sans logo apparent. Seulement un numéro de téléphone et une heure manuscrite, 22h30. Il était 22h12. Son regard se tourna instinctivement vers la porte du restaurant. Était-il encore dans le quartier? L'observait-il de l'extérieur? Elle sentit une étrange dualité en elle, la peur et la curiosité. Son passé lui avait appris à se méfier des inconnus, surtout des hommes puissants qui parlent en énigmes. Pourtant, quelque chose dans ce message ne ressemblait pas à une menace. C'était calculé, oui, intrusif, certainement, mais il y avait aussi une forme de respect silencieux. Un test. Pourquoi est... Clara glissa discrètement la carte dans la poche de son tablier. Toute la soirée, ses gestes devinrent mécaniques. Elle répondait aux clients, encaissait les paiements,
mais son esprit était ailleurs. À 22h30, lorsqu'elle sortit enfin par la porte de service, la rue était baigée d'une lumière orangée. Elle consulta l'heure sur son téléphone. 22h29. Et soudain, son écran s'illumina. Un appel entrant. Numéro masqué. Son cœur manqua un battement. Le téléphone vibrait dans sa main, insistant, presque impatient. Clara fixa l'écran comme s'il allait lui révéler une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Numéro masqué. 22h30 précise. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Elle aurait pu ignorer l'appel. Rentrer chez elle. Oublier ces 2 euros humiliants et ce message dérangeant. Mais quelque chose en elle, une part qu'elle croyait enfouie depuis longtemps, refusait de fuir. Elle inspira profondément et décrocha. « Allô ?» Un silence. Pas le silence vide d'une mauvaise connexion. Un silence maîtrisé. Puis une voix grave, posée, reconnaissable immédiatement. « Vous avez lu le message. » Ce n'était pas une question. Clara sentit sa gorge se serrer. « Qui êtes-vous » Un léger souffle au bout du fil. Quelqu'un qui sait que vous ne devriez pas être serveuse. Cette phrase la frappa plus violemment qu'elle ne l'aurait imaginé, comme si cet inconnu venait d'ouvrir une porte qu'elle s'efforçait de maintenir fermée depuis des années. « Vous ne me connaissez pas, » répondit-elle d'un ton plus ferme qu'elle ne se sentait réellement. Au contraire, diplômée en gestion culturelle. Mention très bien. Stage avorté au musée des Confluences. Abandon forcé après certains événements familiaux. Le monde sembla vaciller sous ses pieds. Comment savait-il cela? Elle se retourna instinctivement, scrutant la ruelle derrière le restaurant. Personne. Juste l'écho lointain d'une moto et le cliquetis d'une enseigne métallique. « Vous m'espionnez » souffla-t-elle. « J'observe les talents ignorés. » Sa voix ne contenait aucune ironie, aucun mépris, seulement une certitude froide. Les 2 euros étaient nécessaires. Vous deviez ressentir quelque chose. L'injustice, l'incompréhension. C'est ce que vous avez ressenti, n'est-ce pas? Oui, elle l'avait ressenti, comme un rappel brutal de sa situation actuelle, si éloignée de ses rêves passés. « Pourquoi moi » murmura-t-elle. Un silence, plus long cette fois, parce que vous avez déjà perdu quelque chose d'important. Et les personnes qui ont connu la perte comprennent la valeur des choses invisibles. Son souffle se coupa. Il ne pouvait pas parler de « non ». C'était impossible. Puis la voix reprit, plus basse. « Si vous voulez savoir pourquoi votre vie ne s'est pas arrêtée le jour où tout a basculé, retrouvez-moi. Maintenant... » Oh! Un léger bruit, comme une portière qu'on ouvre. Regardez en face de vous. Le sang de Clara se glaça. Elle leva lentement les yeux. De l'autre côté de la rue, une berline noire était stationnée sous un lampadaire. Les vitres teintées reflétaient la lumière orange, rendant l'intérieur invisible. Mais le moteur tournait. Silencieux, patient. Son téléphone toujours contre l'oreille, elle entendit la voix murmurer. La portière arrière est déverrouillée. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que toute la rue pouvait l'entendre. Elle aurait dû partir, courir, appeler la police. Pourtant, ses jambes restaient immobiles. « Vous n'êtes pas obligé de monter », ajouta-t-il calmement. « Mais si vous traversez cette rue, votre vie ne sera plus jamais ordinaire. » Ordinaire, ce mot résonna douloureusement. Sa vie actuelle, les doubles services, les fins de mois difficiles, les rêves suspendus depuis la mort brutale de son père, les opportunités envolées, l'impression d'être passée à côté de quelque chose. Elle serra les dents. « Vous avez 5 minutes, » poursuivit-il. « Après cela, je partirai, et je ne reviendrai pas. » Un ultimatum. Clara observa autour d'elle. La rue était calme, mais pas totalement déserte. Quelques passants au loin, les lumières des appartements allumées. Ce n'était pas un enlèvement dans une ruelle sombre. C'était presque banal, trop banal. Elle fit un pas en avant, puis un autre. Chaque pas semblait irréversible. Arrivée au bord du trottoir, elle s'arrêta une seconde. Son esprit criait prudence. Mais une autre voix plus profonde, plus intime, lui soufflait que cette rencontre n'était pas un hasard. Elle traversa. Arrivée devant la berline, elle hésita encore. Son reflet dans la vitre teintée lui renvoya une image qu'elle connaissait trop bien. Fatigue, doute et une étincelle qu'elle croyait éteinte. Son téléphone vibra légèrement contre son oreille. « Je savais que vous viendriez », dit la voix. La portière arrière s'ouvrit doucement, presque seule.
L'intérieur était plongé dans une pénombre élégante. Parfum discret de cuir neuf. Une silhouette se dessinait à l'avant, côté passager. Clara prit une inspiration profonde et monta. La portière se referma dans un bruit feutré. À l'instant précis où la voiture démarra, son téléphone se coupa. Plus de signal. Elle releva les yeux vers le rétroviseur central et croisa enfin son regard. Leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur comme deux lames qui s'entrechoquent en silence. Il n'avait pas le visage froid qu'elle imaginait. Pas de sourire arrogant. Pas de regard menaçant. Au contraire, ses yeux étaient d'un calme troublant, presque mélancolique. Un homme habitué à observer plus qu'à parler. La voiture s'éloigna lentement du trottoir. « Vous avez peur ?» dit-il simplement. Ce n'était pas une provocation. C'était un constat. Clara redressa le menton. « Vous connaissez ma vie. Vous m'attendez dans une voiture. Vous coupez le signal de mon téléphone. Oui, j'ai peur. » Un léger silence suivit. Puis il acquiesça presque imperceptiblement. C'est sain, la peur protège, mais elle empêche aussi d'avancer. La ville défilait derrière les vitres teintées. Les lumières de Lyon traçaient des lignes dorées dans la nuit. Clara remarqua que le chauffeur ne portait aucun uniforme. Tout semblait organisé, mais discret. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Dans un endroit où vous comprendrez pourquoi ces 2 euros étaient essentiels. » Encore cette phrase. Elle serra la carte noire dans sa poche. « Vous n'avez toujours pas répondu. Pourquoi moi ?» Il la fixa à nouveau dans le miroir. Cette fois, son regard était plus intense. « Parce que vous avez refusé une injustice ce soir. » Elle fronça les sourcils. « Pardon ?» Lorsque la table lui eut à critiquer le plat principal, vous avez assumé la responsabilité à la place du chef. Vous saviez que ce n'était pas votre faute. Pourtant, vous avez choisi de protéger quelqu'un d'autre. Clara resta silencieuse. Elle n'y avait même pas réfléchi. C'était naturel. Les gens comme vous sont rares, poursuivit-il. Loyaux, discrets, intelligents et sous-estimés. Son cœur accéléra. Ce n'était pas de la flatterie vide. C'était précis. Observez. La voiture quitta le centre-ville pour s'engager vers les hauteurs. Les rues devenaient plus calmes, les maisons plus imposantes. Vous avez étudié la gestion culturelle, reprit-il. Vous rêviez de diriger un lieu, de révéler des talents oubliés. Elle sentit une douleur ancienne remonter à la surface. Les rêves ne paient pas les factures. Non, répondit-il doucement, mais ils transforment le monde. La berline ralentit devant un portail monumental en fer forgé. Sans que le chauffeur ne descende, les grilles s'ouvrirent automatiquement. Un domaine immense se dévoila derrière. Clara sentit son souffle se suspendre. La voiture s'arrêta devant une bâtisse éclairée avec élégance. Pas un château ostentatoire. Quelque chose de plus moderne, plus secret. Il ouvrit enfin la portière avant et descendit. Grand, élégant, maîtrisé. Il fit quelques pas vers sa portière arrière et l'ouvrit lui-même. « Bienvenue là où les talents invisibles deviennent indispensables, » dit-il calmement. Clara posa un pied dehors. Et c'est à ce moment précis qu'elle remarqua les caméras discrètes fixées sur la façade et les silhouettes derrière les fenêtres éclairées, qui semblaient déjà l'attendre. Un frisson glacé remonta le long de son dos. Les silhouettes derrière les grandes baies vitrées ne bougeaient presque pas. Elles observaient, immobiles, comme si son arrivée était prévue à la seconde près. Clara referma lentement la portière derrière elle. Le gravier crissa sous ses chaussures. La bâtisse, vue de près, n'avait rien d'un simple domaine privé. Les lignes architecturales étaient épurées, modernes, presque institutionnelles. Ce n'était pas une maison, c'était un centre, un lieu d'opération. Ce n'est pas ce que vous imaginez, dit-il calmement en contournant la voiture. Et qu'est-ce que j'imagine, selon vous? Il esquissa un très léger sourire. Que vous venez de commettre une erreur irréversible. Elle soutint son regard. Et ce n'est pas le cas? Il ne répondit pas directement. À la place, il l'invita d'un geste sobre à le suivre vers l'entrée. Les portes s'ouvrirent automatiquement avant même qu'il ne les atteigne. À l'intérieur, la lumière était douce, chaleureuse. Rien d'agressif. Un immense hall au mur blanc, décoré d'œuvres d'art contemporaines. Des tableaux audacieux. Des sculptures intrigantes. Clara reconnut immédiatement une pièce qu'elle avait étudiée durant ses années universitaires. Son cœur fit un bond. Cette collection, elle n'est pas accessible au public. Exact.
Ils avancèrent. Les silhouettes qu'elle avait vues étaient désormais distinctes. 5 personnes assises autour d'une grande table en bois sombre. 3 hommes, 2 femmes. Âges différents. Styles variés. Mais tous dégageaient la même chose, une concentration intense. On ne parlait pas lorsqu'elle entra. On l'analysait. Elle sentit la pression monter, comme lors d'un entretien. Non, pire, comme lors d'un examen décisif. L'homme se plaça à ses côtés. « Mesdames, messieurs, dit-il d'une voix posée, voici Clara Delcourt. » Son nom résonna dans la pièce avec un poids inattendu. Une femme aux cheveux argentés prit la parole. La serveuse? Le mot piqua légèrement. Il répondit sans détour. L'ancien major de promotion. Un silence. Les regards changèrent subtilement. Clara tenta de garder contenance. Je ne comprends toujours pas ce que je fais ici. Un des hommes fit glisser une tablette vers elle. L'écran affichait plusieurs dossiers. Photos, budget, plans de rénovation, projets culturels inachevés. Nous dirigeons une fondation privée, expliqua la femme aux cheveux argentés. Nous rachetons des lieux culturels abandonnés et nous les transformons en espaces d'influence. Clara parcourait les images. Théâtre fermé, musée en faillite, galerie désertée. Son cœur se serra. Et moi, je suis censé faire quoi exactement? L'homme à ses côtés répondit enfin clairement. Nous voulons que vous dirigiez le prochain projet. Le silence tomba lourdement. Elle crut avoir mal entendu. Vous ne me connaissez pas. Si, dit-il doucement. Justement. La femme aux cheveux argentés croisa les mains. Mais avant cela, il y a une condition. Clara releva lentement les yeux. Une condition? L'homme plongea son regard dans le sien. Vous devez accepter de découvrir pourquoi votre père n'a jamais quitté son dernier poste le soir de l'accident. Le monde sembla s'effondrer dans un silence absolu. Clara ne cligna même pas des yeux. Le mot accident résonna comme une détonation intérieure. Personne ici ne devait connaître les détails. Officiellement, son père avait été victime d'un banal accident de voiture en rentrant tard d'un rendez-vous professionnel. Dossier classé. Tragédie personnelle. Rien de plus. Sa voix sortit plus froide qu'elle ne l'aurait cru. Vous dépassez les limites. L'homme ne détourna pas le regard. Nous les avons dépassés il y a longtemps. Un des membres de la table fit glisser un dossier vers elle. Une chemise noire, épaisse. Sur la couverture, une date, celle de la mort de son père. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du document. Nous ne vous forçons à rien, déclara la femme aux cheveux argentés. Mais si vous acceptez de travailler avec nous, vous aurez accès à tout. À quoi exactement? Aux véritables circonstances. Clara sentit sa respiration devenir irrégulière. Toute sa vie avait été construite autour d'un vide, une absence brutale, sans explication satisfaisante. Elle avait posé des questions. On lui avait répondu avec des phrases floues. Dossier clos, pas d'enquête approfondie. Elle avait fini par se convaincre que chercher davantage ne ferait qu'ouvrir des blessures inutiles. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. L'homme s'approcha légèrement, baissant la voix. « Parce que votre père travaillait sur un projet culturel que nous tentons de retrouver depuis des années. » Son sang se glaça. Ce n'est pas possible. Il était simple gestionnaire municipal. Officiellement, le silence devint lourd, presque électrique. Il poursuivit. Le soir de sa mort, il n'allait pas à un rendez-vous ordinaire. Il transportait des documents, des preuves. Clara recula d'un pas. Des preuves de quoi? Personne ne répondit immédiatement. Puis la femme aux cheveux argentés déclara calmement d'un détournement massif de fonds destinés à la rénovation de plusieurs institutions culturelles. La pièce sembla tourner. Son père, impliqué dans un scandale, ou victime de quelque chose de bien plus grand. Vous insinuez qu'il a été. Elle n'arrivait pas à prononcer le mot. Éliminé? Termina doucement l'homme. Un silence pesant confirma que la question n'était pas absurde. Clara sentit une colère froide monter en elle. Et vous auriez gardé ça pour vous? Nous n'avions aucune preuve exploitable. Jusqu'à récemment. Il posa une clé USB sur la table. Petite, discrète, presque insignifiante. Nous pensons que votre père a laissé une copie de certains fichiers. Et nous croyons savoir où. Son cœur battait à tout rompre. Où? L'homme la fixa intensément. Dans un lieu que vous seul pouvez approcher sans éveiller les soupçons. Un silence suspendu. Puis il ajouta,
d'une voix plus basse encore. « Le restaurant où vous travaillez. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est absurde, souffla-t-elle. Ce restaurant n'a rien à voir avec mon père. Il a ouvert bien après sa mort. » L'homme secoua légèrement la tête. Le nom a changé, le propriétaire aussi. Mais les murs, oh, sont restés les mêmes. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Le bâtiment, elle n'y avait jamais prêté attention autrement que comme un simple lieu de travail. Pourtant, maintenant qu'elle y pensait, le sous-sol était ancien. Certaines parties semblaient avoir été rénovées à la hâte. Et le bureau du gérant, toujours verrouillé. La femme aux cheveux argentés ouvrit un plan ancien du quartier. Avant de devenir un restaurant, cet immeuble abritait les bureaux d'un cabinet d'expertise indépendant, celui qui auditait les projets culturels municipaux. Le cœur de Clara s'emballa. Son père travaillait justement sur l'audit d'un projet culturel majeur avant sa mort. Vous pensez qu'il a caché des documents là-bas? Nous pensons qu'il a compris qu'il était surveillé, répondit l'homme calmement, et qu'il a choisi un endroit qu'il connaissait bien. Un lieu banal, invisible. Clara tenta de rassembler ses pensées. Mais pourquoi moi? Vous pourriez envoyer quelqu'un d'autre fouiller. Un des hommes autour de la table intervint pour la première fois, parce que si quelqu'un d'extérieur commence à poser des questions, les personnes concernées seront alertées. Vous, en revanche, vous faites partie du décor. Elle détestait cette phrase. Faire partie du décor. L'homme reprit. Les 2 euros n'étaient pas un test d'intelligence. C'était un signal. Nous devions être certains que vous remarquiez le message sans attirer l'attention de vos collègues. Clara serra les poings. Donc toute cette mise en scène était nécessaire, coupa-t-il doucement. Le silence retomba. Dans son esprit, des souvenirs remontaient. Son père travaillant tard, ses silences inhabituels, son regard préoccupé les dernières semaines. Et cette phrase qu'il lui avait dite une fois, presque distraitement, « Si quelque chose m'arrive, fais confiance à ton instinct. » Elle releva lentement les yeux vers l'homme. « Qu'est-ce que vous cherchez exactement ?» Il la fixa sans détour. « Une preuve définitive. Un dossier physique ou numérique que votre père aurait dissimulé. Nous pensons qu'il a caché derrière une structure récemment rénovée dans le bâtiment. » Où précisément? Il hésita une fraction de seconde. Dans la cave, derrière l'ancien mur porteur qui a été renforcé il y a 8 ans. 8 ans, l'année de l'accident. Son souffle devint court. Et si vous avez raison, il s'approcha légèrement. Alors votre père n'est pas mort par hasard. Un silence lourd s'abattit. Puis il ajouta, plus bas encore. Et les personnes responsables occupent aujourd'hui des postes bien plus puissants qu'à l'époque. Le silence qui suivit pesa plus lourd que toutes les révélations précédentes. Clara sentit une colère froide remplacer progressivement la peur. Pendant 8 ans, elle avait pleuré un accident. 8 ans à accepter l'inacceptable, à ravaler ses doutes, à tenter d'avancer. Et maintenant, on lui disait que tout cela pouvait être un mensonge. « Pourquoi vous ?» demanda-t-elle soudainement. « Pourquoi ces fondations s'intéresseraient-elles à une affaire vieille de 8 ans ?» L'homme ne sembla pas surpris par la question, parce que le projet que votre père auditait n'a jamais disparu. Il a simplement changé de nom, de structure, de direction. Il fit signe à l'un des membres autour de la table, qui afficha un nouveau dossier sur l'écran mural. Un logo élégant apparut, suivi d'un titre « Initiative Horizon Patrimoine ». Clara plissa les yeux. C'est le programme national de rénovation culturelle lancé l'an dernier. Exactement, répondit-il. Et derrière ce programme se trouvent les mêmes signatures financières que celles que votre père avait signalées dans ses derniers rapports. Un frisson glacé parcourut la pièce. Vous êtes en train de me dire que la corruption continue? À une échelle plus vaste. La femme aux cheveux argentés croisa son regard. Si nous intervenons sans preuves solides, nous serons écrasés, discrédités, réduits au silence. Clara comprit alors. Ils avaient besoin d'elle non seulement pour accéder au restaurant, mais pour légitimer la découverte. Vous voulez que ce soit moi qui trouve les documents? Oui. Le mot tomba sans détour. Parce que si les preuves viennent de la fille de l'auditeur décédé, personne ne pourra ignorer l'affaire. Son cœur battait violemment. Ce n'était plus seulement une mission secrète. C'était une bombe médiatique potentielle. Et si je refuse? Demanda-t-elle. Un silence. L'homme répondit calmement. Alors nous continuerons sans vous.
Mais nous perdrons un temps précieux. Et ceux qui savent que nous cherchons pourraient agir avant nous. Elle sentit la menace implicite. Quelqu'un savait déjà qu'ils enquêtaient. « Vous êtes surveillés » murmura-t-elle. Il soutint son regard. « Nous le sommes tous. » Un léger bip retentit soudainement dans la pièce. L'un des écrans clignota brièvement. Un des hommes pâlit légèrement. « Nous avons un problème. » L'atmosphère changea instantanément. « Quoi ?» demanda l'homme à la voix grave. Une activité inhabituelle autour du restaurant. Le cœur de Clara s'arrêta presque. Quelle activité? L'écran afficha une image en noir et blanc, captée par une caméra extérieure. Le parking arrière du restaurant. 2 silhouettes inconnues en train de forcer discrètement la porte de service. Son souffle se bloqua. « Ils savent » murmura-t-elle. Et à l'instant même où la porte du restaurant céda sous l'effraction, l'image se coupa brutalement. Le noir envahit l'écran. Pendant une seconde interminable, personne ne respira. Clara sentit son cœur cogner contre sa poitrine comme s'il voulait s'échapper. Ses jambes devinrent soudainement instables. Le restaurant, son lieu de travail, devenait une scène de crime. « Remettez l'image » ordonna l'homme d'une voix ferme. L'écran grésilla, puis revint. L'angle avait changé. Caméra intérieure cette fois. On voyait la salle principale plongée dans l'obscurité. Les 2 silhouettes progressaient avec méthode. Pas des voleurs improvisés. Leurs mouvements étaient précis, calculés. Ils ne cherchaient pas la caisse. Ils se dirigeaient vers le fond, vers l'accès du sous-sol. Le sang de Clara se glaça. Ils savaient exactement où aller, murmura-t-elle. La femme aux cheveux argentés serra les mâchoires. Nous avons été trop lents. Ou bien quelqu'un a parlé, répondit l'un des hommes. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. L'homme qui avait recruté Clara se tourna vers elle. Son regard n'était plus seulement calme. Il était tendu. Écoutez-moi attentivement. Si ces individus trouvent ce que nous cherchons avant nous, les preuves disparaîtront. Et avec elles, toute chance de comprendre ce qui est arrivé à votre père. Clara fixa l'écran. Les silhouettes descendaient déjà l'escalier étroit menant à la cave. Son esprit tourbillonnait. Peur, colère, urgence. Combien de temps pour rejoindre le restaurant? 17 minutes, répondit le chauffeur, déjà debout. 17 minutes, une éternité. Sur l'écran, une lampe torche balaya les murs de pierre du sous-sol. Les hommes semblaient examiner une zone précise. Le fameux mur renforcé. Ils ont un plan, souffla Clara. Un bruit se retentit dans la vidéo, comme un outil frappant le béton. Puis un autre, chaque coup résonnait dans sa poitrine. L'homme s'approcha d'elle. Si vous venez, il n'y aura plus de retour en arrière. Vous ne serez plus une simple serveuse. Vous serez impliquée, officiellement ou non. Elle détourna les yeux de l'écran pour le regarder. Je l'étais déjà, répondit-elle d'une voix tremblante mais déterminée, depuis le moment où vous avez laissé ces 2 euros. Un fracas plus violent éclata sur la vidéo. Une fissure apparut dans le mur. Quelque chose était caché derrière. L'image trembla soudainement. Une 3e silhouette entra dans le champ. Cette fois, Clara sentit le sang quitter son visage. Elle reconnaissait cette posture, cette démarche, le gérant du restaurant. Puis la caméra bascula brutalement vers le sol. Signal perdu. Dans le silence oppressant du domaine, une seule pensée s'imposa à Clara. Son père n'avait peut-être jamais été le seul à savoir. Clara sentit son souffle se bloquer. Son père, et maintenant le gérant, tous liés à quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Chaque détail de sa vie quotidienne prenait soudain une signification nouvelle, inquiétante. Les 2 euros laissés sur la table, le message caché sous l'assiette, le téléphone qui sonne à l'heure exacte, tout semblait orchestré depuis longtemps, comme si quelqu'un tirait les fils depuis l'ombre. L'homme à ses côtés posa une main légère mais ferme sur son épaule. « Nous devons bouger maintenant, » dit-il. Sa voix, habituellement calme, trahissait une tension qu'elle n'avait jamais perçue. Clara acquiesça, le cœur battant, et suivit le petit groupe qui se précipitait vers la sortie arrière du domaine. Le gravier crissa sous leurs pas, chaque bruit amplifié par la nuit silencieuse. La berline les attendait toujours, moteur coupé mais prêt à démarrer. Clara s'installa à l'arrière, regardant la route obscure, ses pensées tourbillonnant. Qui étaient vraiment ces individus qui s'inquiétaient de la cave de son restaurant? Et comment son père avait-il pu être mêlé à tout cela sans qu'elle ne le sache? Les questions se pressaient, mais aucune réponse ne venait.
La voiture démarra brusquement et ils s'engagèrent dans les ruelles étroites de Lyon. Les phares illuminaient par intermittence les murs des bâtiments, révélant des graffitis, des portes closes et des vitrines abandonnées. Clara sentait l'adrénaline transformer sa peur en une vigilance aiguë. Elle savait que chaque seconde comptait. La cave était fragilement protégée, mais ces intrus semblaient savoir exactement où frapper. Son esprit analysait chaque possibilité. Le gérant, pourquoi agirait-il ainsi? Était-il complice? Ou était-il lui aussi manipulé par quelqu'un d'autre? Chaque scénario semblait plus dangereux que le précédent. Le silence dans la voiture n'était brisé que par le cliquetis du GPS et le bruit des pneus sur le bitume humide. Soudain, un cri léger, étouffé, résonna derrière eux. Clara se retourna instinctivement vers le siège arrière. L'homme à ses côtés fronça les sourcils et murmura « Ils nous ont vus ». Son cœur bondit. Pas le temps de réfléchir. Tout se déroulait trop vite. Elle sentit l'urgence s'emparer de son corps. Chaque muscle se tendit. La voiture vira brusquement dans une ruelle perpendiculaire, un raccourci que seule cette équipe connaissait. Le moteur rugit, et Clara se pencha en avant, tentant de distinguer les silhouettes qu'elle avait vues sur les caméras, mais la nuit les enveloppait complètement. La berline s'arrêta enfin devant une petite entrée cachée derrière un mur couvert de lierre. L'homme à ses côtés sortit rapidement, ouvrant la porte pour qu'elle se glisse à l'intérieur. Le passage était étroit, obscur, presque suffocant. L'odeur de pierre humide et de poussière ancienne lui piqua les narines. Chaque pas résonnait contre les murs. Alors qu'ils avançaient, Clara sentit une vibration sous le sol. Une zone plus faible. Ses doigts frôlèrent le mur adjacent et une plaque métallique grinça légèrement sous sa paume. Quelque chose de caché, juste là, derrière la pierre et le béton, attendait d'être découvert. Son cœur battait si fort qu'elle craignait presque qu'il ne la trahisse. Et juste au moment où elle allait toucher la plaque, un bruit derrière eux fit écho dans le tunnel étroit. Des pas, lourds, délibérés. Quelqu'un les suivait.